Donc on est dans le thème du pelvis, on monte un tout petit peu par rapport au topo d'avant, qui était très localisé autour de la prostate. Les questions qu'on avait, nous, sur la irradiation dans le pelvis, qu'est-ce que c'est, on va voir, et sur son organisation vraiment très pratico-pratiquement. Alors donc comme on parlait du pelvis, finalement on a 3 localisations qui sont concernées, avec une écrasante majorité des tumeurs en urologie et principalement sur la prostate, dans l'ensemble de ce qui a été publié. Et on a déjà parlé de la prostate, donc on va pas revenir là-dessus. Et puis du côté, on retrouvera aussi le gynéco avec les cancers du col et du fond vaginal, et le tube digestif, donc les rectums et le canal anal. Donc en termes de fréquence, on va surtout nous discuter des réirradiations pelviennes dans le cadre des cancers de prostate. Dans ces situations-là, on a deux scénarios qui sont possibles, deux scénarios possibles. Soit la récidive, elle se situe en jonction de champ. Donc on a irradié par exemple une prostate et puis vous allez avoir une récidive ganglionnaire qui est située juste au-dessus. Et donc on va avoir la question du problème de la recoupe. Et la deuxième situation possible, c'est la rechute directement donc en plein champ, donc infield en anglo-saxon, dans lequel on va avoir reçu une dose autour de 45 degrés. Et donc la prise en charge, ces deux situations sont pas les mêmes et donc vont nous amener à nous poser deux questions différentes et deux propositions thérapeutiques différentes. Et donc on vous propose de s'arrêter là-dessus à travers nos deux topos et deux cas cliniques. Est-ce qu'il existe des protocoles particuliers qui sont dédiés à la réirradiation dans le pelvis? La réponse, elle est non. Aujourd'hui, en tout cas, rien de publié en prospectif. Il y a plutôt des études qu'on va chercher dans l'à côté, un peu comme le pas de côté sur la place Bouffay pour les gens qui connaissent Nantes. Donc les études publiées ou des études qui ont terminé de recruter, comme l'étude Postcard ou Oligopelvis 2 ou Storm ou Extend, ne sont pas des études qui sont dédiées à la réirradiation, mais qui peuvent être confrontées à la problématique de la recoupe pour un ganglion qu'on va aller chercher en stéréo et qui est à proximité, et on ne sait pas trop comment d'ailleurs, d'une irradiation antérieure. Dans les critères d'inclusion, le critère d'inclusion est souvent un petit peu flou. On parle d'une dose ou d'un délai de temps, mais on ne sait pas si c'est une dose moyenne, si c'est une dose max, si c'est une D98. On donne 30 gray ou 40 gray, je ne sais plus, dans Postcard, je crois, mais on ne sait pas exactement à quoi ça fait référence et quelles sont d'ailleurs même les modalités de la fusion qu'il faut utiliser pour dire que c'est une dose avec laquelle on ne peut pas du coup inclure le patient. Il y a des études encore qui sont en cours, comme Presto ou comme Arastep, qui sont des études de phase 3, dans lesquelles il y a cette même problématique potentiellement, mais ce n'est pas des études dédiées à cette réirradiation en jonction. Et sur la pathologie autre que prostatique, la pathologie gynécologique ou la pathologie digestive, c'est quand même grosso modo le mot rétrospectif qu'on retrouve beaucoup. C'est beaucoup de case reports ou d'expériences de centres qui évaluent ou qui rapportent leurs efficacités ou leur tolérance des traitements, avec même certains des contraintes dosimétriques, mais avec souvent des suivis ou des process qui ne sont pas forcément toujours très clairs et qui n'ont clairement pas le niveau de preuve d'une étude prospective. À notre connaissance, en tout cas, il y a une étude actuellement qui est une étude dans le digestif qui est stricto sensu dans un cadre de réirradiation. C'est l'étude du Grécar 15, qui est une étude pour les patients en récidive après une chirurgie rectale et après souvent de la radiochimiothérapie néoadjuvante, et qui, pour une optimisation du contrôle local à la reprise chirurgicale, vont avoir une réirradiation randomisée. Donc c'est la seule étude de phase 3 aujourd'hui, à ma connaissance, en digestif, qui randomise une réirradiation dans une perspective d'optimiser le contrôle local pour une reprise chirurgicale. Ça fait beaucoup de mots, mais on en est un petit peu là, c'est le paysage qu'on a aujourd'hui quand on commence à s'attaquer au pelvis et à la stratégie de la reprise d'un traitement. Alors vraiment un seul mot, parce que de toute façon, je pense que c'est pas l'objet, mais en gynécologie, c'est plutôt de la curithérapie qu'on voit dans les données rétrospectives. Il y a un peu de stéréotaxie, mais à nouveau le maître mot, c'est le mot rétrospectif. Et puis c'est souvent quand même des toutes petites cohortes de patients. Donc les réirradiations, que ce soit en curie ou en stéréo, dans des problèmes de col, sont des choses qui sont quand même assez centre expert dépendants et qui sont pas très très fréquents. Le protocole Grécar 15, c'est celui que je vous citais avant de la phase 3. Alors on s'arrête une seconde dessus parce qu'il est intéressant pour montrer les difficultés qu'on peut avoir dans la vraie vie quand on s'attaque à des dossiers comme ça. Alors c'est une étude, voilà, c'est le CHU de Bordeaux qui la promeut. Et là, dans l'étude, ils évoquent, c'est très sensible la télécommande, ils évoquent du coup la nécessité de faire une sommation de plans. Alors là, si on s'arrête une seconde, on somme un plan 1, donc un pelvis rectum en place, puisque c'était le plan du rectum avant qu'il soit opéré par le chirurgien digestif, et on demande une sommation avec du coup le pelvis post-op, donc le rectum est parti puisqu'il a été opéré, on est en récidive locale maintenant, et on fait une réirradiation pour que le chirurgien puisse avoir un meilleur contrôle local
dans laquelle la récidive. Donc on a une sommation de plans où, alors moi personnellement, je trouve ça très difficile d'imaginer la fusion entre ces deux plans-là, où la vessie va pas être au même endroit évidemment, puisque dans un cas c'est un rectum en place tumoral, dans l'autre cas c'est une anastomose colo-anale ou colorectale. L'intestin grêle bouge partout et sûrement pas de la même façon entre les deux plans. Et puis le rectum en question, on n'est plus là puisqu'il était enlevé, donc c'est un bout de côlon en fait qui est descendu et qu'on a anastomosé avec l'anus. Alors la somme, moi je sais pas faire personnellement, alors je sais pas, il la demande quand même, il donne même des contraintes de dose. Bon, elles sont là. Alors astucieusement, les auteurs de l'étude nous donnent quand même un tableau de contraintes en disant que si vous trouvez que la sommation est impossible, ce qui est personnellement mon cas, on peut quand même essayer de se débrouiller avec ces valeurs dosimétriques-là. Je pense aussi ils ont dû s'arracher les cheveux pour essayer de trouver ces valeurs-là, parce que c'est pas facile. Bon, ils ont le mérite d'en produire, et donc nous on a traité un patient comme ça. Quelle est pratique? Je laisse la parole à Guillaume. Merci Loïc. Je vais prendre la suite. Donc la radiothérapie en pratique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous disais, il y a différentes façons d'aborder en fonction de la situation de la récidive. Soit on est plutôt vers une irradiation pelvienne étendue, normofractionnée. Et alors, excusez-moi. Et là, on va être un peu à l'image de l'étude Oligopelvis qui a été dirigée par Stéphane, sur lequel effectivement là l'objectif c'est d'aller traiter la récidive et la récidive possiblement microscopique associée. Donc c'est un peu la méthode du quoi qu'il en coûte, comme on dirait aujourd'hui avec la politique. Et donc on va aller chercher on va traiter les aires ganglionnaires en totalité et en ajoutant un boost intégré directement sur le ganglion récidivant. Et Stéphane avait même poussé un peu plus loin, enfin en tout cas les coordinateurs de l'étude avaient poussé un peu plus loin sur la fin d'Oligopelvis en élargissant même non plus à l'irradiation pelvienne mais à l'irradiation lombo-aortique pour être sûr qu'effectivement, parce qu'il y avait un certain nombre de situations de récidive, notamment dans les prostates où on se rend bien compte que le premier site de rechute c'est d'abord ganglion au niveau pelvis et au niveau ensuite lombo-aortique. Donc c'est une irradiation qui est fractionnée, donc qui est souvent plutôt sur 5 à 6 semaines, et s'oppose à ça donc c'est une irradiation qui est beaucoup plus économique, qui est l'irradiation classique dont on a discuté déjà à plusieurs reprises, qui est l'irradiation hypofractionnée sévère, donc en conditions stéréotaxiques, où là on est sur des schémas beaucoup plus courts, donc un peu plus confortables aussi pour le patient, mais qui laisse à contrario la possibilité, voire le risque d'avoir une rechute en bordure et se retrouver dans la situation comme on a eu déjà tout à l'heure avec des problèmes de jonction et de recoupe s'il faut réirradier une deuxième, une troisième fois. Mais à la fois, on a cette possibilité technique aujourd'hui avec nos TPS et avec la complexité des techniques qui permettent en fait de faire de plus en plus de choses qui étaient absolument irréalisables il y a 30 ans. Et ce qu'on notait, c'est cette étude que je trouvais intéressante, c'est l'étude PIS5 là qui est en cours justement, qui compare cette étude de phase 3 donc menée par le RTC, qui va comparer les deux types de traitements de manière randomisée, à la fois sur l'irradiation en conditions stéréotaxiques et à la fois cette irradiation pelvienne donc étendue pour lequel et de voir un peu s'il y a une différence. Donc pour le moment, ce qui a été rapporté, c'est la toxicité aiguë et qui ne semble pas montrer de différence entre les deux, donc ce qui valide entre guillemets l'irradiation pelvienne étendue. Et d'ailleurs, on voit bien que pour ceux qui ont participé à Oligopelvis, globalement, c'est un traitement qui fonctionne bien en termes de toxicité aiguë et tardive. Donc voilà. Et je te repasse le micro. Alors comment est-ce qu'on fait nous pragmatiquement dans les deux scénarios qu'on a évoqués? Donc le scénario 1, la situation de la jonction. À Nantes, on a développé un outil à partir de la cohorte Oligopelvis qui s'appelle Casper. L'objectif est pour un patient donné, de comparer ce patient à la cohorte d'Oligopelvis, aussi pragmatiquement que ça. On a des données de dosimétrie cumulée qu'on a établies à partir de la cohorte Oligopelvis prospective. Et pour le patient qu'on simule, on regarde comment est-ce qu'il se positionne sur cette carte de navigation qu'on a déjà présentée à plusieurs reprises et qui devrait être accessible via le GTube prochainement. Et donc ça donne une idée de savoir si le patient en question ressemble, en l'occurrence ici, il ressemble à un patient de la cohorte Oligopelvis. Et à ce moment-là, le traitement semble raisonnable puisqu'on a des données de tolérance à au moins 5 ans. Alors que, à l'inverse, là où moi, personnellement, je changerais du coup mon fusil d'épaule, je quitterais le monde d'Oligopelvis pour aller vers le monde de la stéréo, chez ce patient-là, qui lui semble en dehors des contraintes dosimétriques cumulées
qu'on avait dans la cohorte oligopelvis dont on a le recul. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne idée de le faire, ça veut dire que le niveau de sécurité est peut-être discutable et que c'est vrai comme aujourd'hui il y a encore un affrontement entre l'efficacité d'oligopelvis-like versus la stéréo. J'ai tendance à plutôt aller vers l'économie et donc à valider une stéréo dans la situation qui est celle-là, avec des contraintes dosimétriques qui sont notées ici, mais qui sont toujours évidemment très discutables, hein, mais qui ont au moins le mérite d'exister et d'être issues de données prospectives. Donc, à contrario, lorsqu'on regarde dans les rechutes infill, donc dans le champ 1, on est donc, comme je disais tout à l'heure, plutôt orienté vers une irradiation en conditions sérotoxiques hypofractionnées un peu sévères. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la littérature au niveau des doses et du fractionnement? Alors, il y a d'abord donc cet article du Vert qui a été publié donc en 2021. C'est un consensus international donc Delphine dont on a déjà discuté un peu ce matin, qui propose dans ce cas-là, donc en cas de irradiation, d'avoir une dose autour de soit en moins d'une semaine, donc de partir sur un schéma en gros entre 20 et 27 grés. Donc ça veut dire c'est des schémas en gros entre 7 et 9 grés par fraction. Versus des schémas un peu plus étalés, ça j'imagine c'est en fonction de la taille aussi du volume et en fonction des organismes de proximité. Et donc là on est plutôt sur des schémas d'un peu plus d'une semaine où on va aller chercher en général le schéma dont on a parlé tout à l'heure, le 36 en 6. Et c'est sur des étalements classiques, pareil comme on parlait sur la prostate, d'un jour sur deux. Hein, donc on va être en général sur un peu moins de 2 semaines. Voilà, donc ça c'est ce consensus. Quand on regarde ensuite les contraintes qui sont publiées pour les récidives pelviennes, pour les OAR, donc les contraintes de Droz, donc les EQD2 vont s'intéresser donc pour le 0,5 cc1, ce qui est encadré en haut là. D'abord, on se rend compte déjà qu'il y a finalement très peu d'organes à risque qui sont proposés. Quid, par exemple, du sacrum, quid des uretères. On ne sait pas exactement, c'est pas donné. Et quand on regarde un petit peu un peu plus en détail, on se rend compte effectivement, alors notamment pour l'intestin grêle, on a des variables, des chiffres qui sont donnés qui sont extrêmement variables. Donc c'est vraiment des suggestions. Il faut savoir que ces données de consensus sont basées essentiellement sur des données qui sont rétrospectives, donc il faut prendre énormément de pincettes. Ça va permettre de guider, peut-être éventuellement d'orienter la prise en charge et le choix dans la dosimétrie, mais il faut vraiment le faire avec énormément de recul et savoir que on n'est quand même pas sur des données extrêmement fiables, hein, comme on en a parlé depuis tout à l'heure. Donc je dirais faire attention à tout ça. Et on va passer maintenant, une fois qu'on a parlé un peu de la pratique, au cas clinique. Et donc, je pense qu'on va parler d'abord d'un premier cas clinique sur la jonction avec Loïg. Je rajouterais juste, hein, donc il est assez intéressant, hein, l'enquête Delphi sur les modalités de traitement. Il y a cette histoire de la récupération qui était mentionnée ce matin. Personnellement, nous à Nantes, on l'a pas acté. On considère pas encore la récupération sur les tissus comme ce qui est mentionné. Alors le tableau, on l'a pas mis, mais il y a un tableau bis qui inclut des données dosimétriques pour certains auteurs qui envisagent de la récupération. Oui. On n'a pas passé ce cap, nous, à Nantes, personnellement. Je pense que le niveau de preuve est discutable. Il y a des questions sur la durée minimale entre deux séquences d'irradiation. Il y a quelque chose qui se dégage autour de 12 mois pour les experts. Déjà, comment font les experts, je ne sais pas, mais ils n'ont pas un accord d'experts à 100% non plus par rapport au délai de temps. Donc, le papier est très intéressant et quand on commence à aller dans le pelvis, je pense qu'il mérite d'être lu. Parce qu'il y a plein de questions qu'on peut se poser qui peuvent être abordées avec aussi les points d'interrogation qui restent. Bref, en tout cas, en ce qui concerne le cas clinique, c'est un cas tout ce qui est de plus standard quand on fait de la prostate. Hein, c'est la situation de la récidive ganglionnaire isolée juste sur le petit ganglion ici qui est au-dessus de la loge qui avait été traitée précédemment. Alors ça peut paraître un peu cher payé comme alternative de mettre de l'hormonothérapie toute seule. C'est vrai que quand on connaît les effets secondaires de l'hormonothérapie pour juste un petit ganglion de rien du tout, ça paraît peut-être un peu sévère. La surveillance, c'est pas forcément une mauvaise idée, hein, mais on est aujourd'hui dans une optique où on va plutôt challenger les approches de reprise de traitement de radiothérapie avec, et ça je ne vais pas revenir dessus puisque c'est finalement tout ce qu'on entend je trouve depuis ce matin, la tolérance de la radiothérapie antérieure, bien sûr je pense que c'est important, le fait qu'il n'y ait pas de symptômes résiduels, etc. Et ici en l'occurrence, oui alors le patient en question il avait une petite subtilité, c'est qu'il avait en plus un ganglion prévésical qui fixait. Voilà, lui il me posait un peu plus de problèmes parce que là lui il est en regard de la loge précédente. Là je suis allé chercher en fait les deux modalités de traitement qu'on questionne depuis le début, c'est-à-dire la stéréo et la radiothérapie fractionnée.
On a validé, nous, une stéréo ganglionnaire sur le petit ganglion prévésical, donc plutôt l'économie de tissu sur un petit volume pour éviter d'irradier trop la vessie. Et on a choisi de faire une stratégie Casper oligopelvis sur la partie qui recoupe au-dessus, en prenant du coup un volume ganglionnaire large et avec un boost dédié sur le ganglion hyperfixant. Ça, nous, on le trace médico-légalement dans notre dossier patient. C'est l'analyse Casper qu'on a réalisée. On a fait des tests entre vessie pleine, vessie vide. Je ne reviendrai pas dessus, mais il y a des modalités de fusion qui sont difficiles dans le pelvis et qui sont questionnables. Par reproductivité en pair-traitement, mais aussi en gage de qualité de fusion, on a préféré faire le traitement vessie pleine. Et vous voyez, ça passe tout le temps, je ne sais pas pourquoi, mais on était dans une carte de navigation, on va dire, suffisamment safe, et même sur des organes à risque, nous qu'on a produits, comme que sont les urtères, les plexus lombo-sacrés, mais même l'os au niveau du cotyle, parce qu'on a reporté ces données-là dans la cohorte oligopelvis, donc on va un petit peu plus loin que les contraintes dosimétriques qui étaient établies dans le verre de Slavin. Et on enchaîne sur le K2 du Enfield. Moi, je voulais juste revenir sur la diapo aussi avant, si tu veux bien. Alors donc sur l'Orient, nous on est moins gâtés parce qu'on n'a pas ce bel outil qui est Casper. Et donc effectivement, c'est là où je vous encourage lorsque vous avez d'abord d'avoir des essais thérapeutiques et de pouvoir inclure dans oligopelvis, parce que dans oligopelvis, dans ces cas de jonction, alors après avec les limites qu'on peut avoir, c'est effectivement le critère d'inclusion, c'est de respecter en fait qu'il n'y ait pas de recoupe supérieure à 20 grés. Et donc nous, effectivement, ce serait limité, je dirais, en termes de dose, à la recoupe au niveau des 20 grés. Alors souvent sur la D005 cc ou la D2% en fonction de l'organe à risque. Voilà. Et donc maintenant, on va partir sur le cas clinique numéro 2. C'est un cas clinique qui, en fait, est partagé sur Vannes et sur l'Orient, puisque c'est un patient au départ qui a été pris en charge sur Vannes et qui ensuite a été adressé chez nous. Donc c'est un patient qui a été opéré d'une prostatectomie en 2006. Schéma classique, un T2C N0 avec des marges positives, mais bien opéré avec simplement une récidive biochimique qu'on peut avoir donc 10 ans après, donc sur lequel il a bénéficié sur Vannes donc d'une irradiation de loge classique, 66 grés en 33 fractions, et puis 4 ans plus tard il fait une récidive biochimique qui est sur lequel on fait un tepcoline et sur lequel vous voyez on a un ganglion obturateur, ilio-obturateur du côté droit qui fixe bien. Le choix qui est fait à l'époque, c'était de faire un curage de rattrapage. Alors on l'a laissé même si ça rentre pas, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement le curage c'est bien, mais c'est pas parce que vous avez un curage, on retrouve pas le ganglion derrière, parce que derrière, un an plus tard, le PSA ne s'est pas négativé, il a continué à progresser. Et le tepcoline qui a été recontrôlé derrière retrouvait encore ce ganglion qui avait pas bougé. Donc voilà. Donc nous, moi je vois le patient en consultation à ce moment-là, en 2020. On récupère la dosimétrie de Vannes qu'on reporte sur ce ganglion que vous avez donc là à droite. Et le ganglion donc ilio-obturateur, donc il reçoit une dose moyenne à peu près de 30 grés. Avec à peu près la moitié de son volume, autour de 45 grés. Donc on est véritablement en plein champ d'irradiation. Donc ça c'est un peu, j'ai essayé de faire un petit peu en pratique ce vers quoi j'ai essayé de chercher. D'abord j'ai pris aussi, on a discuté avec Nantes aussi à l'époque du dossier. Donc on se retrouvait, si je fais un petit résumé, sur une récidive ganglionnaire isolée, en plein champ, avec une dose autour de 40-45 grés. Et là, il y avait 3 possibilités qui s'offraient à nous. On en parlait tout à l'heure, la question de la surveillance. Donc ça, c'est important de voir la morbidité du patient, son âge, parce qu'effectivement, on est chez un patient qui a une récidive ganglionnaire, et si son espérance de vie nous laisse supposer qu'il a 85 ans ou 90 ans, on peut se demander si effectivement ne rien faire, c'est pas mieux, primum non nocere, comme on parlait tout à l'heure. Ça, c'est important. L'alternative, c'est le traitement médical comme on faisait il y a 20 ans, c'est-à-dire le traitement hormonal seul avec c'est pour nous radiothérapeutes et oncologues, c'est quand même facile, c'est pratique, on fait une prescription, on donne, c'est efficace. Quel est le recul en termes de niveau de preuve sur les oligométastases et l'impact sur la qualité de vie et les effets secondaires qui sont quand même majeurs, avec des risques cardiovasculaires. Et on va se dépêcher. Et donc l'autre alternative, le traitement local, la radiothérapie. Donc l'avantage, c'est que c'est court, que possiblement ça peut être curateur, même si encore une fois là il y a des réserves à émettre, que les techniques aujourd'hui sont possibles et qu'on avait donc des essais thérapeutiques disponibles. Voilà. Donc sur l'Orient, on a inclus le patient dans Postcard.
Après discussion, on a proposé donc de délivrer 3 fois 11 grés donc sur la périphérie à 80% en une arc-thérapie conformationnelle dynamique. Donc vous avez la dosie qui est ici. Scanner de centrage, vessie vide, vessie pleine pour essayer d'apprécier la meilleure distribution de doses. Bien sûr, la déviation précise et le reste. Et voilà. Et donc après, la question qui se posait, on en a discuté un peu avec Loïc, là c'est cette diapositive. Nous, on fait un cumul avec un cumul de doses. C'est de la dose physique, hein, on n'est pas sur de l'EQD2. Alors on vérifiait au moins pour se rassurer, mais après l'EQD2 a aussi ses limites. Là, on voyait qu'on était relativement loin quand même des organes à risque. Donc on termine là-dessus, je pense. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Alors, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait dans un centre quand on n'a pas le logiciel qui permet de faire de l'EQD2. C'est la question pour Lorient, par exemple. Il y a des logiciels qui permettent de le faire de façon très adéquate. Et puis, il y a des centres, malheureusement, qui n'ont pas encore ces logiciels-là. Depuis ce matin, on parle de faire de l'EQD2, de tout mettre en EQD2, avec des choix d'alpha, bêta, etc. Et il y a des endroits où, malheureusement, on n'a pas ces outils-là. Alors, on peut le faire à la main, mais c'est un peu plus fastidieux. Et sans parler des outils de fusion. Qu'est-ce qu'on fait lundi ? J'espère la même chose que vendredi. Donc la question à chaque fois sur les modalités du traitement de radiothérapie, finalement on a le choix entre un traitement un petit peu large, peut-être plus ambitieux, ou un traitement plus économique, comme on a évoqué. On l'a pas encore dit, mais je trouve que c'est quelque chose qui commence à se dégager sur l'expérience lyonnaise, d'aller vers peut-être, on voit bien qu'on a besoin de discuter, de partager nos expériences sur ces dossiers-là. Alors, Marie-Pierre, tu parlais de spécialistes d'organes à un moment donné. Peut-être effectivement que dans des cas de réirradiation de prostate, on a besoin de l'avis d'un urologue. Peut-être que, aussi bien que d'un point de vue d'un radiothérapeute, le radiothérapeute, il peut faire pas forcément de l'urologie, alors du coup, il peut être en difficulté pour des questions de réirradiation de prostate. Donc, on sent bien qu'il y a besoin d'un partage d'expérience. Est-ce que ce partage d'expérience-là peut pas être régional? C'est la question qu'on se pose. Alors, je vais la même redite qu'on a toujours, hein, l'inclusion des essais. Bon, ça, on a l'impression que ces mots-là reviennent dans tous les topos, mais c'est normal. L'information des patients, on n'a pas beaucoup insisté là parce que je pense que c'est encore peut-être un petit peu moins important que dans les réirradiations vertébrales de ce matin, mais ça reste une information importante, surtout dans les réirradiations qui peuvent être jugées à risque d'une toxicité, a fortiori chez des patients qui se plaignent de rien. Et donc, évidemment que c'est important de recueillir la surveillance et la toxicité, mais j'insiste juste sur la petite image en haut. C'est vrai que on est aujourd'hui dans une époque où on discute de plein de choses. C'est facile de partir sur des stratégies de traitement très complexes puisqu'on a les outils. Mais on peut aussi faire des catastrophes et vite du coup déboulonner complètement une bonne idée qui paraît être bonne, mais peut-être parce qu'il n'est pas assez bien fait, qui peut devenir mauvaise et qui du coup est difficile pour revenir dessus après. Et on a 2 minutes de retard, mais mais c'est pas si mal. Merci beaucoup. Merci.